Économie le max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. À la une aujourd'hui, l'Europe contre les géants américains d'Internet. La bataille ne fait que commencer. Bruxelles reproche deux choses aux Google, Apple, Facebook ou Amazon. L'évasion fiscale et des pratiques anticoncurrentielles. Mais que reste-t-il comme pouvoir politique face à la logique financière et aux lois du marché? Lionel Friedfeld nous accompagnera. Et avant cela, Eric Lewin, notre spécialiste des marchés, nous expliquera pourquoi les grandes places financières affichent ces derniers jours leurs inquiétudes. La Grèce, la croissance américaine, mais aussi, vous le verrez, la Chine. D'où peut venir le danger? Plus de détails dans quelques instants. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Avant tout cela, le tour du monde de l'actu éco, avec d'abord cette nouvelle révélation du New York Times dans le scandale de corruption qui ébranle la FIFA. Et c'est un Français qui se retrouve dans l'œil du cyclone. Jérôme Valk, bras droit du patron de l'organisation Sepp Blatter, aurait organisé un transfert suspect, 10 millions de dollars sur des comptes gérés par un ex-cadre de la FIFA, Jack Warner, le même qui est accusé d'avoir sollicité des pots de vin en vue de l'attribution du Mondial 2010 à l'Afrique du Sud. Les faits remontent à 2008. Jérôme Valk dément avoir autorisé ce virement. Il n'a pas été directement mis en cause par la justice. Les investigations se poursuivent et les taux se resserrent en tout cas autour de Sepp Blatter. En Europe, soirée animée hier à Berlin où Angela Merkel, François Hollande et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, s'étaient réunis pour parler de l'économie numérique. Ils ont été rejoints par Christine Lagarde et Mario Draghi, patron du FMI et de la BCE. Et les discussions ont finalement largement porté sur la Grèce, plus que jamais au bord du défaut de paiement. L'Allemagne veut éviter ce scénario catastrophe et Athènes a soumis dans le même temps un plan de réforme à ses créanciers. Écoutez la déclaration du président français qui a synthétisé les échanges de la nuit. Le seul enjeu que nous devons avoir, c'est de porter une exigence de croissance à moyen et long terme, de manière à ce que l'Europe soit regardée comme une zone qui traite des problèmes qu'elle peut rencontrer, il y en a, mais qui est capable de se projeter dans l'avenir et de faire que la lutte contre le chômage soit l'objectif de toutes les décisions que nous avons à prendre. Et en parlant de chômage, la France, on le rappelle, affiche pour le mois d'avril un nouveau record, 3,53 millions de demandeurs d'emploi. Autre chiffre à noter ce mardi, c'est une bonne nouvelle, le retour de l'inflation en zone euro, plus 0,3% pour l'indice des prix sur un an, première hausse en 6 mois. L'actualité en Asie, marquée notamment par ce plus bas en 12 ans et demi pour le yen japonais face au dollar. 1 dollar pour 125 yens, une barre franchie brièvement ce mardi. La devise nippone accuse 40% de baisse face au billet vert depuis fin 2012. Ce qui est important lorsqu'il y a des changements de ce genre au niveau des taux, c'est que les devises reflètent les fondamentaux économiques. Il est souhaitable que les monnaies évoluent de façon stable. Et sachez que l'euro lui tourne autour de 1,10 $. En bref, toujours en Asie, la Chine et la Corée du Sud ont signé hier un accord pour réduire les barrières commerciales qui les séparent. Accord qui n'inclut pas le riz et les automobiles. Séoul s'inquiète en effet que la production chinoise dans ces secteurs n'inonde son marché. Pékin est déjà le plus important partenaire commercial de la Corée du Sud, qui conserve toutefois un excédent commercial, 55 milliards de dollars l'an dernier, grâce notamment à ses voitures, smartphones et autres semi-conducteurs. Avec cet accord, le commerce et l'investissement entre nos deux pays seront plus libres, accessibles et normalisés. Cela permettra d'approfondir notre coopération économique tout en sauvegardant des arrangements importants. L'OPEP prépare sa prochaine réunion ministérielle, ce sera vendredi à Vienne. L'organisation des pays exportateurs de pétrole devrait reconduire son plafond de production pour protéger ses parts de marché, stratégie qui semble déjà porter ses fruits selon l'Arabie Saoudite. La demande augmente, l'offre ralentit, c'est un fait. Le marché se stabilise. Et en parlant d'énergie, notez que le Congrès mondial du gaz s'est ouvert aujourd'hui à Paris, au parc des expositions Porte de Versailles. Il se tient jusqu'à vendredi. Et puis un mot de la situation humanitaire en Irak. C'est l'UNICEF qui tire la sonnette d'alarme. 8,2 millions de personnes déplacées sur une population totale de 33 millions. La moitié sont des enfants et la barre des 10 millions pourrait être atteinte d'ici la fin de l'année. Du coup, les organisations humanitaires s'apprêtent à lancer un appel de fonds à hauteur de 500 millions de dollars pour un pays dont la richesse en pétrole semble vaine aujourd'hui. 500 millions, c'est moitié moins que l'appel précédent. C'est vraiment le minimum du minimum pour pouvoir garder ces personnes en vie. Pour ce qui est du financement précédent, on avait demandé plus de 2 milliards de dollars
et moins de 60% a été fondé. Et l'actu des marchés financiers, que se passe-t-il du côté des grandes places financières? Hésitation en Europe, des notes négatives aussi à Wall Street. Bonjour Eric Lewin, alors des motifs d'inquiétude, il y en a. Oui, tout à fait David, il y a en fait 3 problèmes actuellement qui peuvent gêner les bourses mondiales et provoquer une forte consolidation. Le premier problème peut être les États-Unis d'Amérique avec une croissance qui ralentit fortement. Vous avez vu qu'on a eu un PIB en baisse de 0,7% sur le premier trimestre et que le deuxième trimestre ne s'annonce pas fameux, avec notamment un très mauvais indice de Chicago la semaine dernière. En fait, toute la problématique actuellement pour les autorités monétaires est d'augmenter les taux en s'assurant que la croissance est bien de retour. Et ça, on n'en est pas encore vraiment sûr. Certains pensent que le premier trimestre est transitoire, d'autres pensent qu'il y a une rechute de l'économie américaine. Bref, c'est le premier problème. Deuxième problème, Eric, c'est bien sûr la Grèce. Incertitude sur sa capacité à rembourser ses échéances ce mois-ci, sans parler de l'absence, bien sûr, d'accord sur sa dette. Et puis, Eric, il faut regarder aussi du côté de l'Asie. Oui, écoutez, David, l'autre grande problématique pour les marchés financiers, à part la Grèce, c'est bien sûr la Chine. Vous savez que les autorités boursières chinoises font tout pour calmer la spéculation. Ils ont augmenté les appels de marge pour freiner la spéculation la semaine dernière, ce qui a entraîné une baisse de 6% de la bourse de Shanghai. La grande problématique en Chine, c'est que les actions sont surévaluées. C'est un peu un casino pour les Chinois. Le PER, c'est-à-dire le ratio cours sur bénéfice, est de 60 en Chine, alors qu'il est par exemple de 18 aux États-Unis ou encore de 17 en Europe. Il y a donc une grande inquiétude, c'est que cette bulle se dégonfle, qu'il y ait un crack de la bourse chinoise. Et comme on a déjà un ralentissement de l'économie chinoise qui est perceptible, ça ferait un effet boule de neige et ce serait extrêmement dommageable pour l'Empire du Milieu. Ouais, décidément, beaucoup de points d'interrogation à Pékin. Merci Eric. Comme promis à ces géants, que sont devenus en 15 ans les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, certains y ajoutent Microsoft. Alors monstre technologique, empire financier, qui pourrait se passer d'eux aujourd'hui? Eh bien l'Europe tente ces derniers temps de diminuer leur pouvoir, au moins sur son marché, via 2 aspects. La lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et celle contre l'évasion fiscale. Mais cette offensive politico-juridique est-elle la bonne stratégie? On regarde d'abord ce dossier de Johan Giametta d'Angelo. Ce sont les géants du web, les GAFA, acronymes de Google, Apple, Facebook et Amazon. Grâce à eux, vous pouvez faire des recherches en ligne, acheter des produits ou encore savoir comment vont vos amis. Ils contrôlent 55% de votre vie numérique. Une activité très lucrative. Rien qu'en France, les GAFA et Microsoft ont brassé plus de 8 milliards d'euros en 2011. Une somme colossale dont seule une infime partie s'est retrouvée dans les caisses de l'État. Seulement 37 millions d'euros, soit 22 fois moins que ce qu'ils auraient dû débourser en impôts. On appelle ça l'optimisation fiscale. Une pratique qui agace les plus hautes sphères de l'Union européenne. Le cas d'Amazon en est l'une des illustrations. Le leader de la vente en ligne ne paye ses taxes que dans les pays où se trouve son siège européen, le Luxembourg. La Commission a déclaré qu'une enquête est en cours et qu'elle va se poursuivre. Nous étudions les préoccupations concernant les avantages fiscaux accordés par le Luxembourg à Amazon. Nous continuerons notre enquête en prenant en compte l'annonce d'Amazon concernant le changement de ses dispositions fiscales. Mi-avril, Amazon s'est engagé à payer ses taxes dans les pays où ses filiales sont implantées. Un acte de bonne volonté motivé par l'arrivée en novembre 2014 de la nouvelle commissaire européenne à la concurrence. Margrethe Vestager a dans sa ligne de mire les dérives des GAFA et notamment celles de Google. Elle accuse de favoriser ses propres produits sur ses pages de résultats. Une violation des règles européennes que la commissaire aimerait voir sanctionner. Le moteur de recherche risque une amende équivalent à 10% de son chiffre d'affaires, soit plus de 5 milliards d'euros. Si vous créez une situation dans laquelle vous abusez d'une place très importante sur le marché et que vous réduisez ainsi la concurrence, que ce soit sur le marché que vous dominez ou sur un marché voisin, alors là, ça pose un problème. Un problème qui devrait être résolu fin 2016. L'Union européenne se prépare à adopter une véritable politique numérique pour mieux contrôler la concurrence et surtout la stratégie des acteurs du web. Protection accrue des données des utilisateurs, uniformisation des réglementations européennes pour éviter des déséquilibres entre les différents États. Une initiative pas forcément du goût des GAFA qui préfèrent investir dans la communication que dans leurs impôts. En 2014, Google a sorti de son portefeuille près de 4 millions d'euros rien qu'en lobbying à Bruxelles. Une somme très conséquente, mais pas autant que Microsoft. Il en a déboursé 5 millions.
Une grosse activité de lobbying. Alors, où veut en venir finalement Bruxelles dans ce bras de fer? On va accueillir notre analyste financier. Bonjour Lionel Friedfeld. Bonjour David. Bienvenue à vous. Alors Lionel, on a le sentiment que les choses s'emballent un petit peu ces derniers temps. Bruxelles qui passe à l'attaque, c'est légitime. Mais est-ce que c'est pas trop tard finalement? En fait, on sent simplement que l'Europe est en train de se réveiller. On l'a vu notamment avec la BCE qui est suivie il y a quelques années près la Fed, avec son plan d'assouplissement quantitatif. L'Europe montre ses dents, la Commission européenne montre ses dents, c'est-à-dire que le département de justice américain fait depuis quelques années amende record sur amende record, notamment on pense aux banques, 8 milliards pour BNP Paribas, pour le Crédit Suisse des milliards, vraiment pour un ensemble de sociétés européennes mais également américaines aux États-Unis, énormément d'amendes. Et bien la Commission européenne commence à dire, attendez, nos sociétés se font taxer aux États-Unis. Prenons les grandes corporates américaines qui font du commerce, on parle d'Amazon, on parle d'eBay, on parle des grandes sociétés américaines et faisons la même chose en Europe. Donc une guerre globale entre les deux côtés de l'Atlantique. Au niveau des GAFA, optimisation fiscale, protection des données, abus aussi de position dominante, c'est vraiment les 3 leviers sur lesquels l'Europe peut jouer aujourd'hui? 3 leviers, tout d'abord, de toute façon d'un point de vue de la fiscalité, les corporates américaines ont profité en fait qu'il n'y ait pas d'unité véritablement fiscale européenne pour notamment aller parler notamment avec le Luxembourg. Ça a été le cas d'Amazon. On demande un tax ruling, c'est-à-dire que c'est un traité en fait qui sait à l'avance combien de pourcentage de taxes ils vont devoir payer. Et donc ils ne payaient pas d'impôts sur les sociétés dans les pays membres de l'Union, simplement de la TVA. Aujourd'hui ça va changer grâce aux pression de la Commission européenne. Et donc demain, Amazon va devoir créer des entités juridiques dans chaque pays. Mais quelque part, c'est logique. Mais il faut savoir que les entreprises américaines faisaient exactement la même chose avec l'Irlande. Elles exploitaient les failles du système communautaire. Et au niveau des effets, des conséquences de ces enquêtes, de ces démarches, qui c'est qui va le plus en pâtir finalement? Ça paraît pas si évident quand même. Alors, ça va être simplement les deux. On parle de près de 6 milliards peut-être éventuellement d'amendes pour Google en Europe. Donc c'est d'une part les sociétés, également l'Union européenne ou les États. Quelque part ça dissuade les entreprises de s'implanter en Europe, mais on ne peut pas penser aujourd'hui à des géants de l'e-commerce comme Amazon, comme eBay, qui vont simplement faire du commerce aux États-Unis et ne vont pas rentrer sur le marché européen. Simplement, ça va équilibrer la somme des pouvoirs entre notamment le département de justice américain, les autorités de régulation américaines et européenne, et c'est ce que recherche aujourd'hui l'Europe, c'est véritablement de revenir sur le devant de la scène, parce que l'Europe a enfin compris que c'était l'union fait la force, ce n'est pas ni la France ni l'Allemagne en tant que pays qui peuvent imposer leurs lois aux Américains, mais simplement la zone économique européenne qui réussira à imposer des choses aux Américains. Et justement, globalement, dans cette guerre du numérique, l'arme du politique, du judiciaire qui a choisi l'Europe, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie, la bonne voie, les bons outils? C'est la stratégie qu'utilisent les Américains, c'est la stratégie qu'utilisent d'autres acteurs internationaux au sein de l'OMC. Donc c'est pas un aveu de faiblesse, un aveu d'impuissance, on n'a pas réussi sur le marché, donc on se rabat un petit peu. C'est une bonne stratégie, il faut savoir que ce n'est pas la seule des stratégies, et effectivement, vous avez raison, c'est un aveu de faiblesse, car dans les années 80, énormément de sociétés de technologie étaient européennes, et ces sociétés, notamment européennes, ont raté complètement la vague Internet du e-commerce européen. Vous y croyez, en quelques mots, vous y croyez à l'émergence d'un géant européen du numérique? C'est possible? Imposé par les politiques, sans doute pas. C'est pour ça qu'il y a eu quelques pépites comme Dailymotion ou notamment comme Skype qui ont été rachetés. Mais ce n'est sûrement pas par l'arme des politiques qui vont réussir à faire croître des startups et des grosses corporates européennes. Donc ça, c'est une fausse piste, mais il faut savoir qu'en tout cas, l'Européenne prend le bon chemin et en tout cas essaye de maîtriser les États-Unis sur ce sujet. Merci Lionel Friedfeld pour ces éclairages. Merci. On va passer tout de suite au Media Watch. Et la revue de presse nous emmène en France aujourd'hui. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Et visiblement la carte bancaire a encore de beaux jours devant elle dans l'Hexagone. Oui, effectivement, selon une étude du CSA pour Bercy, la carte bancaire est le mode de paiement préféré des Français. 71% d'entre eux la plébiscitent contre 15% pour l'argent liquide, 9% pour le chèque et seulement 2% pour les prélèvements automatiques. Et ça tombe bien puisque ce mardi a débuté les assises des paiements dont un des objectifs est de booster l'utilisation de cette carte bancaire. Pour ça, le gouvernement dispose de deux outils, deux leviers. Le premier, c'est la sécurité qu'il faut renforcer puisque beaucoup de consommateurs sont encore très inquiets avec la fraude. Et le deuxième levier, eh bien, c'est la baisse de la commission interbancaire de paiement. C'est la somme que le commerçant doit reverser à sa banque pour chaque transaction. Ça ne représente pas beaucoup, quelques centimes, mais c'est à cause d'elle que les paiements par carte sont souvent refusés pour les faibles montants.
Ouais, les habitudes qui vont évoluer. Direction, Johanna, les États-Unis et la Californie, où un centre de recyclage a mis la main sur un petit bijou. Oui, au premier abord, ça ressemble à une vieille machine à écrire, mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est en fait un ordinateur et pas n'importe lequel. Il s'agit de l'Apple One, un des 200 ordinateurs construits par Apple en 1976. L'objet a été déposé dans un centre de recyclage par une femme qui voulait se débarrasser de quelques bricoles après la mort de son mari, sauf que c'est tout sauf une bricole. C'est une véritable antiquité informatique vendue pas moins de 200 000 $, une somme dont la moitié doit être versée donc à son ancienne propriétaire. La société de recyclage a évidemment lancé des recherches pour retrouver cette personne, mais pour l'instant, des recherches sans succès. Évidemment, elle n'y tenait pas spécialement. Merci Johanna, à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec un dossier brûlant, celui des tensions entre Pékin et Washington autour de la mer de Chine. Restez avec nous, l'information continue.